Bonjour à tous et bienvenue sur BLM Studio, le podcast où on bat le moteur. Aujourd'hui, je reçois un invité au parcours inspirant. Il a quitté son pays pour pouvoir poursuivre son rêve de basketteur à travers l'Europe. Aujourd'hui, on va parler de mental, de sacrifice, d'adaptation et de tout ce qu'il a pu vivre sur et en dehors du terrain. Bienvenue dans cet épisode. Comment tu vas? Ça va bien. Est-ce que je peux te présenter en quelques mots? Je m'appelle Rufin, Oui. KMB, Thiabou, et joueur de basketball, professionnel à Avignon actuellement. Et voilà. D'accord. Donc, Ruffin, quand tu repenses à ton enfance, c'est quoi les premières images qui te reviennent? À mon enfance, la première image, ce qui me revient souvent, c'est la séparation. D'avoir quitté la maison de mes parents, et partir vivre chez mon grand frère. Ok. Où ça, du coup? Et c'était très loin. À l'époque, on était à Mbuji-Mayi et on est parti à Kinshasa. À Kinshasa. Donc, tu as grandi en République démocratique du Congo. C'est ça. Ok. Et c'était comment ton enfance là-bas, toi? Bah, mon enfance, c'était comme tous les enfants africains, hein. C'était, voilà, on partait à l'école, on rentrait, on s'amusait dans la rue, et puis tranquille, et puis on attendait que les parents rentrent à la maison, et puis ils faisaient à manger, on mangeait, on dormait, et puis on reprend le lendemain. La belle vie quand t'es jeune, quoi. C'est ça, c'est ça. Et qu'est-ce que le fait de grandir, donc en Afrique, au Congo, à Kinshasa, t'a apporté dans ta vie d'aujourd'hui? Je pense à Kinshasa, ce qui m'a rapporté plus, c'était plus euh, l'autonomie, d'envie de gagner dans la vie. Parce que je suis arrivé à Kinshasa, j'avais à peu près 9 ans. Et du coup, quand je suis arrivé à Kinshasa, c'était autre chose. Parce que là où j'étais sous mes parents et je ne pensais pas beaucoup des choses. Mais quand je suis arrivé chez mon grand frère, c'était autre chose. Il n'y avait plus mes parents qui me soutenaient derrière, etc. Je me suis retrouvé entre mon grand frère et ma belle-sœur et mes neveux, mon neveu et ma nièce, qui s'est mariée il n'y a pas longtemps là. Et du coup, à ces moments-là, j'avais plus de repères. Je me suis retrouvé un peu perdu. D'accord. Et j'ai rencontré des amis quinois, etc. C'est eux qui m'ont vraiment montré qu'à Kinshasa, ça se passe comme ça, comme ça, comme ça. Il faut se battre pour s'en sortir, etc. Et c'était autre chose, en fait. Ça m'a donné toute cette idée de pouvoir, de ne rien abandonner, toujours se battre pour obtenir ce que je veux, en fait. Donc c'est vraiment ça la mentalité que ça t'a donné, quoi. Exactement. Et quand tu vivais avec ton frère et ta belle-sœur, du coup, c'était un peu la guerre à la maison ou c'était Ouais, facile? c'était vraiment, ouais, c'était quelque chose, hein, c'était quelque chose. Avec ma belle-sœur, on s'attendait pas du tout. D'accord. Soi-disant, elle me disait que j'étais trop têtu. Ah là là. Mais est-ce qu'elle avait tort? Là, maintenant, avec le recul, je me rends compte que oui, j'étais têtu. Là, à cet âge, je me rends compte que oui, j'étais têtu vraiment. Donc, ça marchait pas du tout, tout le temps, elle gueulait. C'était un peu la guerre entre moi et elle. Et puis, voilà, tu sais, mon grand frère, il était amoureux. Donc, il pouvait qu'il s'appuyait sur sa bien-aimée. Et puis, moi, j'ai été frustré. Et à un certain moment, je voulais même, j'ai cherché le moyen même d'appeler mes parents pour leur dire, écoutez, je vais rentrer À la à maison. la maison, etc. Mais il n'y avait même pas de téléphone à l'époque. Hmm. Il n'y avait pas de téléphone, il y avait ce qu'on appelait les phonies. Les phonies, il faudra prendre les rendez-vous. Mais tant que tu es mineur, tu ne pourras pas le faire. Aïe, aïe, aïe. Et du coup, en plus, celui qui gérait Phony, c'était un gars, c'est quoi, il faisait partie de ma famille aussi. Et Ok. du coup, je partais là-bas, je lui voyais, je voulais prendre rendez-vous pour appeler mes parents et tout, 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 mais c'était vraiment compliqué. Hmm. Il faut prendre rendez-vous et puis donner rendez-vous à mes parents viennent le même jour, même heure, et moi aussi, je vais même jour, même heure, et c'était vraiment un peu compliqué. Et je me suis retrouvé coincé, je ne pouvais même pas appeler mes parents, et puis je supportais tout ce qui se passait en fait. Et du coup, quand tu repenses à ton enfance comme ça, est-ce qu'il y a des choses qui te manquent? Je dirais oui, il y a beaucoup de choses qui me manquent. Je pense qu'il y a surtout la vie que je vivais à Kinshasa avec, bien sûr, ma belle-sœur et mes nièces. C'était quelque chose qui me manquait beaucoup, qui me manque beaucoup, parce que c'était vraiment l'harmonie. Malgré il y avait la guerre, mais des moments où ça se calmait, c'était vraiment l'harmonie. On vivait tranquille, on se partageait des bons moments ensemble. Mon grand frère nous amenait un peu partout, aller visiter, parce que c'est pas du tout les cas des familles africaines, Hmm. d'aller quelque part, aller visiter ou bien aller faire quoi que ce soit.
Et du coup, nous, on avait quand même cette privilège parce que mon grand frère avait des voitures, etc. On partait un peu à gauche, à droite, etc. Donc, ouais, ça me manque beaucoup. Ouais. D'accord. Donc tu dis que tu as connu la guerre quand tu étais là-bas. Non, 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 moi, j'ai pas du tout connu la guerre. J'ai pas du tout connu la guerre. La guerre, j'ai entendu juste dans mes oreilles, ou bien Mhm. on se levait le matin, on entendait que oui, voilà, à l'Est, il y a la guerre, il y a Ah, des d'accord. En fait, rebelles. il y avait la guerre dans le pays, mais pas forcément là où toi tu étais. Voilà, Ok. voilà. Il y avait la guerre souvent à l'Est. On s'est réveillé les matins comme ça, là, ouais, il y a la guerre. Et puis, on regardait la télé, ce qui s'est passé, comme tout le monde. Et après, c'est fini. Mais à Kinshasa même, j'ai pas vécu la guerre. J'ai vécu juste, voilà, un peu tout ce qui est élection. Et puis, entre les opposants et les pouvoirs en place, Mhm. etc. Et puis, les changements des balles, vite fait. Et après, c'est tout. D'accord. Ouais. Et pour toi qui as grandi du coup en Afrique au Congo, est-ce que tu vois une différence majeure entre la jeunesse là-bas et la jeunesse ici? Ouais, il y a une grande différence. Il y a une grande différence. Je te dirais, il y a une grande différence. Je pense que déjà, moi, j'ai quand même cette chance de grandir en Afrique Mhm. et grandir un petit peu aussi en Europe de l'Est et puis arriver en France. Quand je regarde comment j'ai grandi en Afrique et ici, il y a une grosse différence parce que là-bas, c'est l'armée, quoi. C'est l'armée, il y a mon père qui t'éduque et puis ton père, s'il est fatigué, c'est ton grand frère qui prend le relais. Et si ton grand frère il est fatigué, c'est la grande sœur qui prend le relais, etc. Mhm. Donc, t'as pas le temps de respirer. Si on te dit tu vas faire ça, tu fais ça. Tu peux pas répondre, rien du tout. Mais quand je regarde ici en Europe, c'est un peu, comment dirais-je, les enfants gâtés, quoi. Mhm. Les enfants gâtés, ils peuvent parler, ils peuvent dire n'importe comment, ils peuvent appeler son grand frère à son nom. C'est qui se passait pas à Kinshasa déjà. Et je pense qu'ici, il y a quand même beaucoup d'opportunités et les enfants, ils ont presque tout ce qu'ils voulaient, en fait. Parce que chez nous, c'était un peu compliqué quand même. C'était un peu compliqué. Tu peux pas avoir tout ce que tu voulais. Tu es un enfant, tu demandes un truc, et si on te dit non, c'est fini, quoi. Donc tu viens pas d'une famille aisée. Qu'est-ce que je peux dire? Famille aisée. Est-ce que tu es le fils d'un président, d'un ministre, d'un député? Non, 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 pas du tout. Je suis juste un fils d'un commerçant, qui est mon D'accord. père, et qui a vu assumer son rôle en tant que père et nous grandir avec sa commerce, etc. Et mon grand frère aussi a pris aussi le relais, il était aussi commerçant, et il partait en Chine, acheter des affaires, et puis venait les vendre au pays. Voilà. Je suis pas du tout un enfant des ministres ou bien député, quoi que ce soit, non. Et dis-nous un petit peu comment le basket est rentré dans ta vie. Au début, moi, j'étais 100% foot. Comme tout le monde, on peut le dire. Voilà, en Afrique. J'étais 100% foot parce que tous mes amis d'enfance, ils jouaient au foot. On avait une équipe du quartier qu'on jouait et ça passe. Voilà, dès que j'ai commencé à atteindre 12 ans, 13 ans, et j'ai grandissé tellement vite. Et même les coachs me disaient, mais écoute, tu grandis tellement vite, essaye un peu d'aller. Il m'a donné l'exemple de Mutombo Dikembe, parce Mhm. que c'est le seul basketteur à l'époque qui était connu au pays, etc. Et du coup, moi, je me disais, mais pourquoi vous m'envoyez là-bas? Ouais, t'as vu comment tu grandis et tout? J'ai grandi trop vite. Et du coup, à mes 14 ans, j'ai grandissé encore. Le coach m'a dit, écoute, va chercher les terrains de basket, va jouer au basket. Et du coup, je suis rentré à la maison. Je savais même pas où non, je savais où se retrouver les terrains de basket. Mais je savais pas à quelle heure l'équipe s'entraînait là-bas. Mhm. Et du coup, moi, je suis resté à la maison tranquille pendant une année et demie. Et j'ai fait judo, j'ai fait karaté. Et après, je n'ai pas trouvé mon chemin. Je me suis dit, ah, laisse tomber. J'ai abandonné. Et après, un jour, j'étais chez moi. Comme chez nous, à partir de 16h, 15h, on s'habille bien, on se met dans la rue, et puis on est bien. La frime, quoi. La Voilà, frime à la voilà, congolaise. voilà. 16h, on s'habille bien, on se met dans la rue avec une chaise, et puis on est là, tranquille. Et après, je vois un joueur, un gars, qui passait dans la rue avec les ballons de basket. Il était aussi grand comme moi. Je lui ai arrêté. Excusez-moi, tu joues au basket? Il m'a dit oui. Tu joues au basket où? Oh non, à Itigombe. Itigombe, ah ouais. C'est une équipe. Il a dit oui, équipe s'entraîne là-bas, mais là, je vais aller jouer un playground. Je ne connaissais pas c'était quoi le playground. J'ai dit, playground, ça veut dire quoi? Est-ce que je peux venir avec toi? Il m'a dit oui. J'ai tout laissé, j'ai pris Mhm. mes affaires, j'ai suivi les gars. On est parti. Et la première fois que j'ai mis mon pied au basket, en fait, ce qui m'a plu au basket, c'est que je connaissais rien du tout.
Mais l'énergie que je mettais sur le terrain, et tout le monde aimait ce que je faisais. Et du coup, je me suis attaché tout de suite. Tu te sentais valorisé, quoi. Voilà. Je me suis attaché tout de suite et c'est parti comme ça. Et comment l'opportunité de venir en Europe est arrivée pour toi? Déjà, quand je me suis attaché au basket, j'ai joué ma première saison. J'ai été sélectionné. Dans le même club? Non, oui, pas le même club. Et puis il y a un club qui est Kauka qui était qualifié pour la Coupe d'Afrique Zone 4. D'accord. C'était en Angola, phase finale. Et du coup, moi, j'ai joué avec mon petit club là, qui s'appelait DSMP. Et eux, ils m'ont pris en tant que renfort. Et je suis parti en Angola. Première saison, je suis parti en Angola avec cette équipe, jouer la Coupe d'Afrique contre les joueurs qui ont joué Jeux Olympiques, les joueurs angolais, les Carlos Moraes, Mingash, Gomez, etc., Cipriano. Et j'ai joué contre ces joueurs-là. Et en rentrant, moi, dans ma tête, je me suis dit, je crois que j'ai ma place au basket. Première année, Coupe d'Afrique, etc. Et l'année d'après, ça se suit. Je vais aussi au Cameroun, au Bénin. Et deuxième année, je vais encore au Cameroun. Là, il y a un agent qui m'a repéré dès là-bas. Il était venu, il m'a vu comment j'ai joué. Il m'a dit, bon, écoute, j'ai aimé comment tu joues, mais je vais faire un truc pour toi. Il a pris mon mail, il est parti. Et quelques mois après, il est venu à Kinshasa, il m'a appelé, il m'a dit, ouais, j'ai fait à Kinshasa. Il est venu exprès pour moi. Parce que moi, mon objectif déjà, c'était d'aller aux États-Unis. Et du coup, dès qu'il est arrivé au Congo, il a organisé un playground. Il m'a demandé si je peux appeler quelques amis, qu'on puisse jouer ensemble, etc. J'ai appelé mes amis, on s'est retrouvés, on a joué un playground et tout. Il m'a dit, ok, c'est bon, il est parti avec tous mes vidéos et tout. Il m'a envoyé des documents, mais jusqu'aujourd'hui, j'ai eu malchance de ne pas avoir les visas pour aller aux États-Unis. Et du coup, il m'a dit, bon, écoute, là, c'est trop tard. Tu ne peux plus venir parce que voilà, là-bas, ça coince à Kinshasa. Et le problème, c'est quoi? Il a pas baissé les bras. Il m'a trouvé maintenant centre de formation à Zagreb, au Kaka Sibona. C'est où? En Croatie. En Croatie, d'accord. Précisément à Zagreb. Et c'est là où voilà, on a fait des papiers et puis j'ai obtenu le visa. Après, je suis parti là-bas. Déjà, pour arriver là-bas, j'ai fait 4 jours de vol. Oh là là. C'était l'enfer. Tu avais déjà pris l'avion avant? Oui, bien sûr. C'était l'enfer. Non, ça, j'avais pris l'avion, mais en groupe. Mais là, j'étais tout seul. C'est ça la différence. Tu avais quel âge? J'avais 19 ans. Ok. J'avais 19 ans. C'est ça la différence. Et là, j'étais tout seul. Et du coup, parce que quand on voyage en groupe, il y a toujours un gars qui gère tous les papiers. Et nous, on suit seulement. Et là, maintenant, j'étais tout seul. Il fallait faire toutes les démarches, etc. Tout. J'arrive au Kenya, complication de la langue. Tu parles, ils n'écoutent pas. Et ils parlent, toi, tu n'écoutes pas. Et puis, un petit erreur. Et puis, le vol s'en va. Et puis, toi, tu rates ton vol. Et je dormais dans l'aéroport. On se suit encore le lendemain, la même chose. Et puis, paf, on trouve la solution. Je repars. J'arrive en Turquie, la même chose. La même chose, tout a été décalé, tout. J'ai fait 4 jours. Dès que j'arrive en Croatie, je ne connaissais même pas la personne qui est venue me chercher. J'attends juste le nom. Rufin. J'ai dit, c'est qui ça? J'ai dit, ah ouais, lui, il me connaît, donc c'est lui. Vlado Gavrilovic, un agent slovène. Et du coup, il est venu me chercher et puis il m'a pris, on est parti, c'était vers 23h. On rentre, ça faisait 4 jours que je n'ai pas mangé. Hein. Je n'avais même pas faim en plus. Hein. Eh ben, dis donc. Et du coup, on arrive là où je devrais loger. Il m'amène d'abord au kebab. Le pays, je ne connaissais pas kebab et tout, rien du tout. Il m'amène là-bas, il commence à me demander, tu fais quoi? J'ai dit, hey, comment c'est que tu fais? Il a pris des kebabs, des Coca-Cola et tout. Je suis monté à haut, j'ai juste pris une bouteille de Coca-Cola, j'ai bu comme ça, là. Je me suis endormi. Je n'ai même pas mangé les kebabs. Le lendemain, je me lève, les kebabs commençaient déjà à s'abîmer, etc. J'ai pris, j'ai jeté. Et voilà. Je me réveille, je suis en Croatie. J'ai dit, OK, là maintenant, je suis arrivé. Et le pire encore, c'était les 2 premiers mois. Ah ouais. T'es resté combien de temps en Croatie, toi? J'ai resté en Croatie, je peux dire, c'était une saison de formation. Ouais, une saison de formation. Hein. Une saison, ça dure combien de temps? Bah, 10 mois. 10 mois en Croatie, mais lorsque tu es arrivé là-bas, les premiers jours vraiment, c'est quoi la chose qui t'a choqué, qui t'a vraiment marqué? Ce qui m'a choqué, c'était déjà 23h. J'étais tellement fatigué, je n'ai pas trop remarqué. C'est le lendemain matin. Le lendemain matin, là, je me réveille et je sors. Ce qui m'a vraiment marqué,
je me suis rendu compte qu'il n'y avait plus de Noirs. Et je me suis retrouvé en plein dans un autre monde, en fait. Dans un autre monde. C'est là où je me suis dit, OK, là, je suis arrivé là. Je vois complètement la différence. J'ai dit, OK. Et du coup, le problème aussi, c'est le barrage des langues. Là-bas, ça parle croate et anglais. À l'époque, je ne parlais même pas un mot d'anglais. C'était vraiment très, très compliqué. Mais comment est-ce que vous faisiez pour vous comprendre avec l'agent, le coach et autres? Ça vient bien. Il y avait un agent, en fait, l'Américain. Il avait son collègue, David Desi, un Belge, qui habitait en Slovénie. Donc, si je voulais parler, j'ai appelé les Belges. Les Belges parlaient à Vlado. Et Vlado répondait à Desi. Et Desi me parlait à moi. Donc, c'était comme ça. C'était comme ça. Et du coup, je suis arrivé dans une centre de formation. Il y avait des grands joueurs, des petits prospects et tout. Par exemple, déjà, il y a Ivica Zubat qui était là. Celui qui joue en NBA? À Clippers, voilà, celui qui joue en NBA. Il était là, il était encore cadet à l'époque. Et il y avait Arapovic, il était bon aussi. Marco aussi. Et voilà, il y avait aussi Lovro Mazeline. Lovro Mazeline, il a joué aussi il y a 2 ans ou 3 ans, il a joué aussi à Poitiers. En fait, tu étais vraiment dans le centre de formation où tu avais vraiment les futurs stars, quoi. Exactement. Il y avait vraiment des futurs stars. Il y avait déjà à l'époque, il y avait des joueurs qui s'entraînaient. Par exemple, ils s'entraînaient. En face, en fait, nous, on était à Kaka Sibona. Et en face, il y avait Kaka Zagreb. Kaka Zagreb, il y avait Dario Saric, Mario Ezonia, qui était là-bas. Il n'y a que des grands noms, en fait. Voilà. Et déjà, ils étaient déjà là. Ils étaient juniors, cadets et équipe 1. Et du coup, nous, on était là, on jouait. Je me rappelle bien les matchs qu'on a joué contre eux. Et c'était vraiment derby, quoi. C'était plein à craquer, c'était plein à craquer. Mais est-ce que pour toi, la différence quand tu arrivais là-bas, bon, enfin, mis à part la différence de langue et de culture, est-ce que basketball, pardon, c'était difficile pour toi quand tu arrivais là-bas? Ouais, c'était un changement vraiment énorme. Un changement énorme. Parce que le basketball africain, c'est le basket où on veut jouer à l'américaine, mais on est moins talentueux. Et du coup, on fait n'importe quoi. Et du coup, dès que je suis arrivé en Europe, j'ai trouvé un autre basket. Un basket structuré. Structuré, construire avant de prendre les shoots, avant de construire, de trouver quelqu'un qui est ouvert pour prendre les shoots, etc. C'est là où ça a changé. C'est là où il y a une grosse différence, en fait. Donc, en fait, quand tu es venu, tu as appris à jouer un peu plus en équipe et à prendre la bonne décision sur le terrain. Mais c'était pas facile, hein. Bah, parce que moi, surtout que tu avais la tête dure, d'après ce que tu nous as dit. Donc, donc je pense que ça devait être difficile. Très, très difficile. Déjà, dès les premiers mois, quand je suis arrivé, dès que j'avais la balle, j'attaquais, j'ai marqué. Et les autres, déjà, commençaient à se frustrer, tu vois. Bah, en fait, tu avais la Mamba mentality, quoi. Exactement. et du coup, qu'est-ce qu'ils me disaient? Ils se sont entendus entre eux, ils ne me passaient plus la balle. Ils faisaient le système de jeu comme ça, là. Après, en fait, ils commençaient le système de jeu. Dès que j'étais sur le terrain, ils savaient qu'il y a ce système de jeu-là. Je vais toucher la balle en premier. Et après, je vais pouvoir transférer. Après, c'est fini pour moi. C'était ça. Et par contre, les premiers mois, j'ai marqué beaucoup de paniers. Après, je ne touchais plus la balle, en fait. Et après, le coach m'a appris, il m'a dit, écoute, faut faire ça. Avec le temps, j'ai compris que voilà, il faudra s'adapter. Là, c'est autre basket, ce n'est plus le même basket, etc. Malgré que tu marques des points, mais là, c'est autre chose. En fait, le coach t'a appris à coopérer avec les autres pour pouvoir mieux te mettre en avant toi-même. Voilà. Et du coup, j'ai compris, après quelques mois, après, je me suis adapté et puis c'est parti, quoi. D'accord, mais quand tu es arrivé là-bas, est-ce que tu as été bien accueilli par l'ensemble du club et par tes coéquipiers surtout aussi? Mais je vais dire, tu vois, c'est un pays où il n'y a pas beaucoup des Noirs, on peut les dire. Et quand je suis arrivé, c'était plus... et ils étaient contents de voir qu'il y a un Noir avec eux. Ils étaient contents. Et du coup, je me rappelle bien, il y a un gars qui était avec nous, j'ai oublié, Daniel Pricha. Il était avec nous, il disait, hé les gars, allez-y, on profite, tu vois, bientôt là, Arif va partir, t'as vu comment il joue là, il va partir bientôt là, donc profite, on s'amuse un peu avec lui, comme ça quand il va partir, on a déjà profité et tout. J'ai dit, ah ouais, ok.
J'ai compris que voilà, ils ont aussi, ils ont pas d'habitude de s'amuser avec les gens, s'amuser avec Les gens qui viennent d'ailleurs, quoi. voilà, les gens qui viennent d'ailleurs, etc. Et non, c'était bien tout. On jouait à la play et tout, on s'amusait, on partait à la Fort Foraine ensemble. Non, ils étaient vraiment cool, hein, par contre, ils étaient Mhm. vraiment cool. C'est les gens qui me connaissaient pas à l'extérieur que c'était compliqué, mais hein, au centre où j'étais, non, on était tous, on s'entendait très bien. Du coup, après la Croatie, après tes 10 mois du coup de saison, t'as fait quoi? T'es parti où? Après la Croatie, je suis rentré déjà au pays. Ok. Ah, t'es retourné Et je suis à Kinshasa. en vacances, la saison est finie. Ok. Je retourne à Kinshasa. J'arrive à Kinshasa, il y avait une compétition qui s'est jouée, qui s'appelle la Coupe du Congo. Je me suis dit, moi, je ne peux pas rester comme ça. J'essaie un peu de jouer, etc. Je monte sur le terrain, je joue. Voilà, on a pris le système de jeu et tout. On commence à jouer. Premier match, je n'ai pas pris un shoot. Le coach me regarde, me dit, pour le premier match, je n'ai pas pris un shoot. Mais j'ai joué tous les matchs, hein. Je n'ai pas pris un shoot. Le coach me dit, mais qu'est-ce qui se passe? Deuxième match, on commence à jouer. Premier carton. Premier carton, le coach me voit, je prends la balle, je transfère la balle. Le coach, il a demandé ta mort. Dès le premier carton, il Mhm. m'a il m'a attrapé sur mes maillots. Il m'a dit, écoute, tu n'es plus en Europe ici. Ici, tu es en Afrique. Dès que tu as la balle, vas-y, joue. Là, j'ai eu un coup de marteau sur ma tête. J'ai dit, paf, j'ai dit, OK. C'est là où j'ai compris que, ah ouais, OK. Je suis resté au basket européen, il faut tourner d'abord pour pouvoir les shoot. Mais les gens là-bas, dès que tu transfères la balle, c'est fini, tu ne les vois plus. C'est fini, tu ne peux pas toi les défendre. Que des attaquants de pointe, quoi. C'est comme ça là-bas. Et du coup, le coach m'a attiré comme ça. Et après, je me suis dit, OK, bon, j'ai compris. Et puis, j'ai commencé à mes vieilles habitudes, à prendre la balle et puis jouer, etc. Mais après, j'ai compris que non, voilà, en Afrique, ça se joue comme ça. Et en Europe, ça se joue aussi comme ça. Et après, j'ai compris la différence et après, ça allait. Et après, je retourne en Croatie et l'équipe, ils ont changé de coach. Parce que le coach qui était là, c'était Yassine Repécha. C'était le coach de l'équipe nationale à l'époque. Lui, il voulait que je reste au club. Et du coup, quand ils ont changé de coach, le coach, il est venu avec ses propres joueurs. Et du coup, il ne pouvait pas me proposer contrat professionnel. Et du coup, j'ai trouvé mon contrat pro en Slovénie. À partir de Croatie, je suis parti en Slovénie, à Kaka Maribor. D'accord. Et en arrivant à Maribor, il y a attends. Déjà, avant de quitter, déjà, au début, déjà, c'était... Attends, au début, déjà, c'était un peu compliqué quand même quand je suis arrivé. Bah, D'abord, déjà quand t'es arrivé, oui. quand t'es retourné au Congo, t'es resté combien de temps? Les temps de vacances, déjà quoi, je suis resté des mois, Deux hein. mois, quoi, les 2 mois Oui, oui, de vacances, d'accord? Et des après, mois. derrière, t'es parti en Slovénie. Voilà, je suis parti en Slovénie. Là, je pars en Slovénie. J'arrive en Slovénie. Je signe mon premier contrat pro. Et là, je prends un coup de marteau derrière, paf, niveau professionnel. Je me suis dit, en fait, non, quand je suis arrivé, moi, j'étais dans ma tête, je me suis dit, je me comportais comme un petit espoir, en fait. Un petit espoir qui vient, qui s'amuse, et puis, je n'ai pas du tout compris l'ampleur des niveaux professionnels et la différence entre les niveaux professionnels et les juniors, en fait, Mhm. au sein des formations. Et quand je suis arrivé, je me suis dit, bon, écoute, j'ai me fait plaisir. D'accord. Et j'ai joué, je dormais pas, j'ai dormi à 2 heures, 3 heures, et tout. Ça m'a rattrapé. Du coup, tu n'étais pas encore suffisamment professionnel pour te rendre compte que là, tu avais un truc à jouer. C'est ça, Ok. c'est ça. Et du coup, ça m'a rattrapé. J'ai eu des tendinites, genoux droit. J'ai commencé plus à compenser avec l'autre. Et les dés s'enflamment. Et c'est là où je me suis dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Un jour, je suis resté comme ça, là, je me demande, j'ai dit, mais comment ça se fait? J'ai fait au moins à peu près 3 ans de basket au pays, 1 an en Croatie, et là, je signe un contrat professionnel. J'ai des blessures au bout des 3 mois. Et en plus, j'ai taffé tout, hein. J'ai commencé la saison, j'ai joué au moins 6 matchs, et j'ai taffé, j'ai tourné à 17 points, 18 points de moyenne, hein. Et paf, d'un seul coup, j'ai pris mon téléphone. J'ai appelé mes parents, tout le monde de ma famille. Un par un. Qu'est-ce qui se passe? J'essaie d'échanger avec tout le monde. J'ai dit, hey, écoutez, je ne comprends pas ce qui m'arrive. Comment ça se fait? Et tout. Tout le monde était là en panique, qui me disait, non, il n'y a rien du tout, concentre-toi, ça va passer, etc.
à ces moments, et j'arrivais même pas à bouger, en fait, mais j'arrivais même pas à sauter. À chaque fois que j'ai sauté, il y avait des os qui se cognaient, et ça me faisait trop mal. À un certain moment, j'arrivais plus à courir. J'ai vu les docteurs, ils m'ont fait des ondes de choc à l'époque. Mhm. Mais ça ne suffirait pas. Imagine, j'ai fini la saison, j'ai tourné à 4 points de moyenne. 4 points de moyenne. Et du coup, mon agent me dit, ben là, ça va être chaud là pour trouver un club. Ce qui m'a sauvé aussi, c'est quoi? Les débuts de la saison que j'avais montré. Le club a dit, non, peut-être c'est des blessures. On lui propose un contrat. Ils ont réduit mon salaire. Ils m'ont proposé un contrat. Je n'avais pas le choix. J'ai signé. Je suis resté. La deuxième année. La deuxième année, je suis resté. Après, je suis venu, je suis rentré au pays. J'ai bossé, j'ai renforcé tout ce qui est quadriceps, ischio-jambier, etc. Je retourne en Slovénie. Je commence la pré-saison. La même douleur revient. J'essaie de les cacher, mais non, je ne pouvais pas. Je prenais des cachets et tout. Comment on appelle ça déjà? J'ai oublié Les le terme. anti-inf. Les anti des plus forts là. C'est que tu ne peux pas l'avoir comme ça. Il faut avoir Avec l'ordonnance une pour les ordonnance, avoir et ouais. tout. Et je prenais tout ça là. Les jours du match, j'essayais de me débrouiller, mais ça ne suffirait pas. J'ai joué, j'ai tourné à 10 points de moyenne à la fin. Le club, il a vu que moi, j'ai galéré quand même avec mes genoux. Et du coup, ils ont fait quoi? J'ai dit à mon agent, non, écoute, moi, j'en peux plus, j'aimerais bien aller découvrir un autre championnat. Mon agent m'a dit, écoute, là, ces moments-là, avec la saison que tu as fait, ça va être vraiment compliqué en tant qu'étranger d'aller jouer parce que déjà, les niveaux que j'ai joué, c'était ABA League. C'était un bon niveau. ABA League. C'était un bon niveau. Et le problème est que tu es étranger, tu tournes à 10 points de moyenne. C'est un peu limite. C'est compliqué, ouais. Ouais, c'est un peu limite, compliqué. Essaie de rester et puis confirmer vraiment avant de partir. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi est-ce que c'est difficile quand tu es étranger et que tu n'as pas de bonnes stats? Ce qui est compliqué, c'est en tant qu'étranger déjà, il faut savoir que non, il y a des limites des étrangers dans les clubs. Les Mhm. limites. Donc, du moment où tu es étranger, tu as plus de pression parce que tu es comme un mercenaire, un sauveur. Dès que tu arrives dans un club, tu viens comme un sauveur. Et du coup, c'est à toi maintenant de donner au maximum, plus que les autres. Mhm. Et du coup, si tu n'arrives pas à donner au maximum, ou bien les clubs ne gagnent pas, la première personne qui vont pointer les doigts, c'est toi. Et voilà, c'est pour ça, en tant qu'étranger, on a plus de pression, parce que si ça ne marche pas bien, au bout des mois, je rentre chez moi. Et ils prennent quelqu'un d'autre. Voilà. Et quelqu'un d'autre, il y en a beaucoup qui attendent juste ça pour me remplacer. Mhm. Donc, c'est à moi maintenant de prouver de quoi je suis capable de pouvoir finir ma saison. C'est là où c'était compliqué. Après, le club me propose un autre contrat, je reste. Et la saison là, j'arrive, j'avais plus de douleurs, rien du tout. C'est là où j'ai explosé. J'ai explosé, j'ai tourné les 15, 14 ou bien 15 points de moyenne. Et après, j'ai dit, OK, c'est bon là. Allez, je peux partir. Après, j'arrive en France. J'ai dit, j'avais fixé, non, mon objectif, c'était de pouvoir trouver le club en Italie, Belgique, Allemagne, France, Espagne. Mon agent m'a dit, OK, t'inquiète pas, on va pouvoir chercher un peu pour trouver un club, etc. On arrive, euh, on arrive fin, fin juin, il n'y a toujours rien. Il n'y a toujours rien. Je me suis dit, mais c'est chaud là quand même. Et du coup, fin juin, je me suis dit, non, il faut que je change d'agent. J'ai changé, j'ai pris un agent français et j'arrive en France. Il m'a dit, ouais, viens, on va faire les essais et tout, 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 tout. J'ai dit, OK, vas-y, on y va. On a fait l'essai à Orléans. À l'époque, c'était en Pro A. Orléans, One, en Pro B. Et ils avaient déjà des joueurs qui étaient là. Et du coup, ils ne pouvaient pas me prendre. Je me retrouve encore sur les carreaux. Et du coup, je rentre au pays. Je rentre au pays. Mi-juillet, il y a mon agent qui m'appelle. Ouais, écoute, il y a Chalon qui est intéressé et tout. Il a mis autant, tant, 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 si tu peux venir et tout. J'ai dit, c'est quelle division ça? Il m'a dit national. J'ai dit, bah non. Je ne viens pas pour jouer national, troisième division quand même. Il m'a dit, non, t'inquiète pas. Tu vas là-bas, une saison, tu défonces tout, après tu montes. J'ai dit, OK, si c'est comme ça, il n'y a pas de souci, je vais venir. J'arrive, je commence la saison. Premier match, j'ai dit,
Et c'est la troisième division, ça? Je vois la différence entre Slovénie et ici. Parce qu'en Slovénie, c'est plus technique. Et ici, c'est plus physique, athlétique, etc. Je vois la différence. J'ai dit, ah ouais, mais c'est costaud comme c'est troisième division, ça? Ah oui. J'ai demandé à mon pote, notre capitaine à l'époque, c'était Toto Nkonté. Ok. Et j'ai dit, mais c'est troisième division? Oui, oui, c'est troisième division. J'ai dit, ah ouais, alors si on monte, ça va être comment alors? Et du coup, c'était tellement physique, j'arrivais pas à tenir en fait. J'ai dit, ok, et je me suis remis à la muscu. Je me suis remis à la muscu, j'ai bossé, et après j'ai joué, j'ai fini la saison. Après, voilà, ça s'enchaînait. Après, Souffel, on arrivait jusqu'en finale. En National 1 toujours. National In en finale, et puis on a perdu en finale contre Caen. Finale Non, non, de, c'était contre Quimper finale plutôt, de Coupe de France ou en play-off? en playoff. D'accord. Parce que c'était Caen qui était monté directement. Après, on a croisé Quimper en finale. On a perdu. Et puis, l'année suivante, je suis parti à Évreux, là où je suis passé En Pro B. en Pro B, ouais. Là où je suis passé 3 meilleures saisons là-bas. Et Évreux, après Évreux, j'ai enchaîné une pige à Champagne Basket. Après Champagne Basket, j'ai joué en Pro B encore à Denain. Denain, après, j'ai fait aussi. Après Denain, j'ai été à La Rochelle. Ok. À La Rochelle des saisons. Après La Rochelle, Les Havres. Les Havres, après là, je suis à Avignon. Là, c'est ma deuxième année qui vient de s'achever là. Ok. Ruffin, on va revenir un petit peu sur, on va revenir un petit peu en Afrique, si on peut le dire. Est-ce que tu trouves que en Afrique, on idéalise un petit peu trop l'Europe et le fait de pouvoir venir habiter en Europe ou jouer en Europe? Je trouve que en Afrique, c'est normal que les gens pensent que l'Europe, c'est Eldorado, Eldorado, Hmm. etc. C'est qui est normal parce qu'en Afrique, on n'a pas des ligues que tu peux jouer pour être. S'il n'y a pas de ligues professionnelles, c'est des ligues amateurs. Et du coup, le seul moyen que tu peux t'en sortir au basket, c'est de partir aux États-Unis ou bien en Europe. Et c'est ça qui donne cet engouement aux jeunes garçons, aux jeunes talentueux qui aiment bien les ballons ronds, Hmm. de pouvoir aussi rêver d'aller en Europe ou bien aller aux États-Unis. Je trouve que voilà, c'est un peu ça. Mais toi, en tant qu'Africain en Europe, est-ce que tu as déjà senti des préjugés de la part de tes coéquipiers ou même des dirigeants dans les clubs ou même peut-être même du racisme? Oui, ça je l'ai déjà senti, ouais. Plusieurs fois même. Ok. Et Plusieurs c'était fois. difficile à gérer? Non, il y a, comment je peux dire, des situations, ça ne se passe pas comme ça, mais toi tu les sens. Tu les sens comment ça se passe. En fait, c'est des situations où, par exemple, tu peux, je vais dire un truc simple, hein. Par exemple, quand j'étais en Slovénie, je tourne à 10 points de moyenne, mais il y avait un joueur qui était là, euh, qui faisait pas grand-chose. Mais c'est un GFL. Il faisait pas grand-chose. Tu peux juste dire c'est quoi C'est un GFL? joueur formé localement, Ok. comme on appelle ici en France. Et du coup, il est GFL. Moi, je suis étranger. Et du coup, ils ont vu que moi, j'ai quand même mieux joué que lui. Mais ils vont le favoriser dans le sens où on va lui proposer un bon contrat, des trucs comme ça. Ils vont dire, ouais, lui, tu vois ce qu'il veut dire. Il profite un peu des situations, etc. D'accord. On comprend qu'il voilà, il y a un truc derrière. Ok. Donc en fait, tu es moins valorisé que certaines Voilà. personnes qui sont du cru, quoi. Voilà. Ok. Voilà, c'est un peu ça. Et puis, à part les coéquipiers, etc., oui, il y en a toujours les cons, hein. C'est pas tout le monde, mais il y a toujours les cons qui vont arriver. Par exemple, ça se passe mal sur le terrain ou bien à l'entraînement, il va te sortir un mot comme ça, là, et puis ça s'enflamme, quoi. Hmm. Ça s'enflamme, on parle, on est obligé d'aller se présenter, convoquer à la réunion pour s'expliquer comment ça s'est passé, etc. Mais voilà, c'est con, mais voilà, Ouais. ça fait partie du game, quoi. Mais ça, c'est des choses qui arrivent souvent dans une équipe. Non, moi, ça m'est arrivé une fois. Ok. Ça m'est arrivé une fois. Moi, j'ai eu Mais autour de toi, tu vois. où j'ai eu beaucoup de choses, surtout en dehors du basket. Ok. En dehors du basket, surtout en Croatie et en Slovénie. En dehors du basket, waouh, c'était.
C'était des fois où je me disais, mais ah non, je ne sors pas, je reste à la maison tranquille, hein, parce qu'à chaque fois que je faisais un tour, il y avait des pics à gauche, à droite. Je me dis, ah ouais, ok, ça c'est chaud. Ouais, on te faisait ressentir que tu n'étais pas chez toi, quoi. Voilà, c'était un peu, c'était chaud, c'était chaud. Il y a beaucoup de choses, mais voilà. Est-ce que ça te dérange que je revienne en arrière parce que j'ai des souvenirs qui me reviennent au Congo, à mon enfance et en Croatie aussi? Bah, il n'y a pas de souci, vas-y, hein. Ok, je reviens déjà quand j'étais chez mon grand frère Ok. et avec les embrouilles avec ma belle-sœur. Et des fois, on s'embrouillait. Moi, je crois à l'époque, mon grand frère, il était un peu en voyage. Et je me suis retrouvé dans la rue à cause des embrouilles. Elle m'a dit, ouais, tu ne mets plus les pieds à la maison, etc. Et je me suis retrouvé dans la rue. Et j'étais obligé d'aller squatter chez mes amis, etc. et chercher à manger là-bas, etc. Ou bien vendre n'importe quel truc. Je me souviens à l'époque, on faisait tous, c'était quoi? On est parti, on a travaillé aussi tout ce qui est les bâtiments, etc. On a mené du sable dans un... BTP, comme on dit ici, c'est ça? Je sais pas comment on dit ici en France, mais voilà, c'était un peu ça. On allait chercher des sables. On venait, on vendait ça, etc., dans les chariots, D'accord. etc., pour juste avoir quelque chose à manger. Pendant des semaines comme ça. Je ne Ok. mettais même pas au pied à la maison. T'as déjà dormi Et, dehors? non, pas dehors. Là, j'ai dit dans la rue, j'ai squatté chez mes amis. Ok. Je squattais chez mes amis, mais pas dehors, non. Et du coup, après, quand mon grand frère est venu, et puis on a rangé des choses, et puis je suis retourné à la maison tranquille. Ça, c'est des moments où ça me touche. Et le pire encore, c'est quand je rentre. Par exemple, quand j'ai fini ma saison, je rentre au pays. La première personne que je vais voir, c'est ma belle-sœur. Si je ne la vois pas, je ne me sens pas bien. Tu vois? Parce C'est... qu'aujourd'hui, vous avez une bonne relation. Oui. En plus, voilà, aujourd'hui, même des fois, elle m'appelle, elle me demande qu'est-ce que j'ai mangé. Je lui dis, bah, j'ai mangé des pâtes et c'était caché, et puis c'est bon. Il m'a dit, t'as mangé que ça? J'ai dit, ben oui. Comment ça, que ça? Il m'a dit, ouais, mais parce que je te connais, hein. Je te connais, toi, tu finissais un thermos de foufou, mais là, maintenant, tu manges que des pâtes, tu dors avec. Bref, donc voilà, c'était un peu des trucs comme ça, on rigolait. Donc c'est la personne où, parce que je suis arrivé chez elle, j'avais combien? 9 ans. Et jusqu'à mes 18 ans, 19 ans, je suis parti. Voilà quoi, c'est elle, vraiment, je considère que j'ai plus d'affinité que les autres, en fait. Hmm. Voilà, et puis on revient aussi en Croatie. En Croatie, quand je suis arrivé, il y a une chose qui m'avait vraiment choqué, c'était quand j'ai vu la première fois la neige. Je suis arrivé, c'était bien, c'était pendant l'été, on est parti à la fête foraine, tout était bien, c'était un peu compliqué la langue au début, et puis quand j'ai commencé les cours, ça se passait très bien. L'hiver arrive. Un jour, je dors. J'avais pas encore des manteaux, quoi que ce soit, rien du tout. J'étais nickel. Et du coup, je me réveille le matin, je regarde autour de moi. Non, j'ouvre la fenêtre. Je vois tout était blanc. C'est là où je me suis dit, waouh, c'est quoi ça? Je ne savais pas que ça allait neiger. J'étais surpris complètement. Je me suis dit, c'est quoi ça? Tout est blanc. Et du coup, dans ma tête, qu'est-ce qui m'est revenu? Je me suis dit, ah, c'est peut-être les foufous, tu vois, la farine qui fait avec les maniocs et tout ça là. Je me suis dit, ah, ils ont jeté les foufous partout. Oh, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'était trop marrant. Et du coup, je sors, on avait entraînement le matin. Au lieu de s'habiller normalement, se couvrir et tout, moi je suis sorti normal avec un petit pull et tout. Les running au pied, la neige, elle faisait, je sais pas moi, 50 centimètres, un truc comme ça. Je marche au bout de 5 minutes pour aller récupérer, prendre les tramways. Mais j'avais froid partout, je suis rentré. Le coach m'appelle, je dis non, je ne peux pas marcher, j'ai mal aux pieds et tout. Il m'a dit, mais t'es habillé comment? J'ai dit non, j'ai mis running et puis mon pull, je ne pouvais plus et puis je suis rentré. Il m'a dit, reste chez toi, ne sors pas. Voilà, j'étais bien. J'étais dans une équipe où c'était vraiment bien encadré. Les lendemains, ils m'ont amené dans les stocks. Et il y avait tout, parce qu'à l'époque, c'était sponsorisé par Adidas. Et du coup, il y avait tout ce qu'il fallait. Ils m'ont donné des chaussures, etc. Tout. Bref, après, on passe de cette étape. Et puis, il y a des moments où j'avais tellement du mal à m'adapter.
Et j'ai pris mon téléphone, je voulais appeler mon père. J'ai dit non, j'en peux plus. Ce pays-là, j'arrive pas à m'adapter, c'était vraiment compliqué. J'ai pris mon téléphone, j'appelle mon père. Il est avec ma mère. Je lui ai dit, papa, écoute, ça fait à peu près au moins 2 mois. Je suis là, mais c'est vraiment très très compliqué. Je pense que j'ai pas ma place ici. Le pire, c'était quoi? Les semaines, ça allait. Les week-ends, tous les enfants qui étaient avec moi, ils partaient chez eux. Et moi, je restais tout seul dans les bâtiments. Avec Valentino, voilà, les cuisiniers qu'on avait. Lui, il venait, il faisait à manger, il me donnait, après, il partait. Et du coup, je me suis retrouvé tout seul. Et des fois, je me demandais, mais qu'est-ce que je vais faire? Et du coup, j'appelle mon père, je lui dis, écoute, je n'en peux plus. Faites l'effort, je puisse rentrer. Parce qu'ici, là, je risque un jour de craquer. Mon père, il m'a demandé, il m'a dit, il a pris le téléphone, il m'a dit, hé mon fils, est-ce que tu manques à manger? J'ai dit, ben non. Est-ce qu'on te tape là-bas? J'ai dit, ben non. Qu'est-ce que tu veux de plus? Qu'est-ce que tu veux de plus? Je me suis dit, ben, c'est juste que non, j'arrive pas à m'adapter, c'est un peu compliqué. Il y a pas, j'ai pas des amis, vraiment, amis. Il a dit, oui, tant qu'on ne tape pas, tant que tu as mangé, tu as tout, supporte. Reste là-bas, ça va passer. Et depuis ces jours-là, je me suis dit, ah, ok. C'est que si mon père me dit ça, ça veut tout dire. C'est là où j'ai pris conscience maintenant. Donc là, j'ai mon avenir dans ma main. Je dois me battre pour m'en sortir. C'est là où j'ai pris conscience. Et en plus, la chance que j'ai eue d'arriver en Croatie, c'était une équipe qui jouait Euroleague à l'époque. À l'époque, je croisais des grands joueurs. Hein. Après cette saison, il y avait Damian Rudej, qui a joué à Indiana. Il y avait Mhm. Barbour, un Américain qui était là. Il avait à peu près dans les 32 ans, 33 ans. Et il y avait, comment il s'appelle, Harper. Il a joué aussi à Limoges. Là. Après, il était jeune à l'époque, il était rookie. Après, il s'est fait couper. Il y avait Zach White qui est arrivé. Et Goran Sutton. Et Zubcic. Et, ah non, il y avait des grands joueurs. Hein. Il y avait au moins 5 joueurs qui a joué minimum en NBA, quoi. Et voilà, après, quand j'ai commencé à s'entraîner avec eux, les week-ends où j'étais un peu tout seul, voilà, ils m'appelaient, t'es où? Eh, passe à la maison, on joue aux cartes et tout. Voilà, c'était cool. Ils étaient vraiment géniaux. Ton parcours est quand même difficile, hein, parce que tu as vécu des moments vraiment pas faciles dans ta vie. Mais c'est quoi vraiment le moment le plus difficile que tu as vécu? Pas forcément dans le basket, mais ça peut être même dans la vie de tous les jours. Les moments les plus difficiles, qu'est-ce que je peux dire? Parce que j'ai eu quand même cette chance de pouvoir trouver les contrats après chaque saison. Mais le moment le plus difficile, c'est quand tu te retrouves, par exemple, les fêtes de Noël, tu es tout seul. Tu n'as personne. Tu n'as pas l'endroit où aller. C'est là où c'est compliqué. C'est des moments les plus difficiles. Noël, tu as 5 jours. 5 jours, tu ne peux pas rentrer au Congo parce que ça prend au moins, voilà, il faut aller à gauche, à droite, au moins 14 heures pour arriver et puis pour revenir. 5 jours, ça ne suffira pas. Et du coup, tu te retrouves tout seul. Ah ouais, ça, c'était compliqué. Et après, il y a toujours, après, après, tu demandes, mais c'était vraiment très, très dur. Et demander, et puis qu'on t'amène dans une maison où tu connais personne, etc. C'était pas du tout facile. C'était vraiment compliqué. C'était compliqué. Je pense que c'est des moments les plus difficiles. Là. Et puis, le moment encore le plus dur encore, c'est les blessures. Quand j'ai eu mes tendinites, là, j'ai vécu l'enfer. J'étais jeune, j'avais pas d'expérience, je savais pas comment me gérer, etc. J'y reviens, j'ai pris à peu près au moins 7 kilos avec des tendinites. Ça m'aide pas. Et j'arrivais plus à sauter. J'ai joué presque 1 minute par match. Les seuls étrangers, les seuls noirs dans l'équipe. Et là, j'ai même une photo. Hein. Dès que je regarde la photo, là, je regarde comme ça, je me dis, ah ouais, à cette époque-là, j'étais tellement ailleurs. J'étais pas là. Je regarde la photo, je me dis, ah ouais, à cette époque-là, c'était chaud.
Donc voilà, hein. C'est des moments où, plus difficiles de ma carrière en fait. Ok. Mais est-ce que tu penses que ces moments difficiles où tu as souffert, ça t'a vraiment construit? Je veux dire oui, je veux dire oui. Parce que là maintenant, s'il y a des moments difficiles actuellement, je me dis ouais, c'est des moments difficiles qui arrivent, mais je sais que ça va passer. Et du coup, il faudra mettre maintenant les ingrédients pour que ces moments-là puissent passer. Donc ça m'a vraiment construit, me donner vraiment, me faire comprendre que les moments difficiles, c'est normal que ça arrive. Et c'est à moi maintenant de me battre pour que ces moments-là puissent passer, en fait. Donc, ça m'a vraiment forgé, quoi. Et qu'est-ce que le toi, donc le Ruffin enfant, qui était jeune, têtu, comme tu le dis Mhm. au Congo là-bas, Mhm. penserait du Ruffin adulte maintenant? Qu'est-ce qu'il lui dirait? Arrivé adulte, Oui. le Ruffin jeune, déjà, c'était un Ruffin qui était déjà têtu, déjà. Donc, quand tu es têtu, donc tu n'écoutes personne. Donc, tu fais à ta manière des choses. Et du coup, je dirais peut-être des... Je pense qu'il y a toujours des séquelles, hein, des fois, hein. Des fois, j'ai du mal un peu d'écouter les gens. Là, je suis sûr. Des fois, quand tu me dis un truc, quand je suis resté avec mon truc, je suis bloqué là-dessus. Mhm. Tu peux me dire quoi qu'il se soit, j'ai dit non, ce que moi j'ai vu là, je suis sûr que ça va marcher. Donc, ton avis, je ne l'ai même pas coté. Là, je suis sûr et certain qu'il non, il y a encore ce genre de trucs que je pense que les Riffins jeunes, ils peuvent dire à Riffin de maintenant de ne plus toujours compter sur moi-même, essayer aussi d'écouter les autres et qui peuvent me rapporter aussi leur avis, qui peut être peut-être positif, meilleur que mon avis, qui peuvent m'aider à avancer, à aller de l'avant en fait. Voilà. Ok. Est-ce que tu penses que le Ruffin jeune serait fier de tout ce que le Ruffin adulte accomplit? Et je suis sûr et certain que le Ruffin jeune, il sera vraiment content de tout ce que j'ai accompli, hein. Depuis ma carrière, depuis que j'ai commencé au Congo jusqu'à maintenant, jouer dans l'équipe nationale, etc. Donc, je pense que non, il sera vraiment heureux de tout ça, quoi. Et je voudrais savoir en quoi est-ce que le fait de vivre dans plusieurs pays différents t'a changé toi? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Déjà, ça m'a apporté culturellement, déjà la façon je vois le monde. Comment les Africains, nous les Africains, je vis. Comment les Européens de l'Est vivent. Comment les Européens, les Français vivent. Ça m'a aidé de faire cette comparaison, savoir et tout, tout, tout. Et du coup, je sais comment je peux me comporter avec un Croate, je sais comment je peux me comporter avec un Français, je sais comment je peux me comporter avec un Africain. C'est ça qui m'a rapporté vraiment cette expérience, en fait. Et voilà. Et c'est quoi la valeur africaine qu'on t'a inculquée quand tu étais plus jeune que tu aimerais garder toute ta vie? Et inculquer aussi à tes enfants? Ma valeur, c'est la fierté d'être africain. La fierté d'être africain est toujours... parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui essaient un peu de, comment dirais-je, minimiser un peu l'Afrique. Mais c'est une fierté parce que c'est notre maison. Il faut savoir où on vient. La fierté d'être africain, te présenter en tant qu'Africain, je pense que c'est une fierté. Et voilà, hein. Et qu'est-ce que tu aimerais dire et transmettre aux jeunes Africains qui te regardent aujourd'hui? Aux jeunes Africains, je les disais de toujours tenir à leurs rêves et de se battre. S'ils ont un objectif dans la tête et qu'ils sachent qu'ils peuvent l'obtenir, s'ils sont disciplinés, qu'ils travaillent dur et avoir aussi la patience que ça va se réaliser un jour. L'exemple, déjà, il y a beaucoup de joueurs africains qui ont commencé vraiment au fond d'Afrique et aujourd'hui ils sont au sommet, hein. Aujourd'hui ils sont au sommet. Donc, il faut toujours croire à ses rêves et puis travailler dur. Le Mhm. reste viendra. Et, Ruffin, quand tu as quitté l'Afrique, tu avais un rêve, c'était de devenir basketteur professionnel. Donc tu as réalisé ce rêve parce que tu as joué au plus haut niveau en France, on peut le dire. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, tu as encore d'autres rêves? Là, mon rêve de basketteur, déjà, ça a été déjà réalisé. Et puis, là, maintenant, les rêves, c'est de pouvoir me rapprocher de mes enfants et puis être stable
à côté d'eux. Et puis voilà, vivre ma vie tranquille en dehors du basket. Si tu as un message à leur faire passer, tu peux leur dire. Je vous aime. Et qu'est-ce que tu aimerais qu'on retienne de toi lorsque tu arrêteras le basket? Comment est-ce que tu voudrais que les gens se souviennent de Rufin Kayembe? Le Rufin KMB est déterminé, qui donnait tout sur le terrain, qui lâchait rien, qui s'est battu pour donner les sourires aux gens qui venaient les voir sur le terrain, etc. Je pense que les gens, il y en a beaucoup qui se souviendront de Mm. moi. Surtout à beaucoup de clubs que je suis passé, je pense il y en a beaucoup. Même jusqu'à aujourd'hui, je reçois des messages à gauche, à droite. Voilà. Ok. Bah, écoute, Rufin, merci beaucoup pour ce moment que tu as partagé avec nous maintenant. En tout cas, je trouve que ton histoire était vraiment très inspirante. C'est très inspirant et ça montre que derrière le joueur de basket, bah, en fait, il n'y a pas que le joueur de basket. Tu as un homme qui est là avec une histoire passionnante et qui pourrait faire vibrer tout le monde. C'était BLM Studio. Merci à tous d'avoir regardé cet épisode. Et surtout, n'hésitez pas à donner de la force en likant, en commentant et en partageant. On se retrouve très vite pour de nouvelles histoires avec de nouveaux invités pour battre le monde. À très bientôt.